Ça a coupé. Donc partie 2. Hein, voilà. Depuis ce matin, c'est exactement l'énergie dont je vais vous parler par rapport à cette vibration. C'est que, vous savez, quand on dit Mercure rétrograde ou quand on dit Mars, ben Mars aussi, c'est un peu ça. Hein. L'énergie de la planète Mars. C'est la colère, le conflit, les choses qui ne fonctionnent pas. Et on est très dans la vibration de ce nombre-là. Donc ça a coupé. Bon, j'ai fait un peu de nettoyage dans le téléphone, mais bon, ça ne m'étonne pas vraiment. Ce matin, j'ai voulu faire deux choses, une démarche administrative et aussi autre chose. Les deux choses que j'ai voulu faire, ça n'a pas fonctionné, c'était bloqué, ça ne marchait pas, ça n'aboutissait pas. Et quand c'est comme ça, justement, ben, faut pas s'énerver, faut se dire, ok, vraiment le lâcher prise, c'est va être une grande clé dans la compréhension de dire, ben en fait, faut pas, c'est pas grave, on passe, on fait autre chose, je pars lire un bouquin ou je fais autre chose, c'est pas grave, je resterai plus tard ou je resterai demain. Parce qu'il y a une forte énergie de combat avec ces vibrations-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Et en fait, l'obstination, ça va empirer les choses. Voilà. Le fait de vouloir contrôler, absolument y arriver, bien sûr, parce qu'il y a l'ego qui est derrière et qui dit mais comment ça veut pas fonctionner mais, voilà. Donc en fait, ce que je vais vous parler, donc comme je disais juste avant, donc l'hypersensibilité, quand on est un schéma d'attachement fuyant évitant, on n'y a pas accès, c'est bloqué. Et donc forcément, on trouve les autres hypersensibles. Mais en fait, ces personnes-là ne se rendent pas compte parce que le chemin n'est pas encore fait envers eux, qu'en fait, ils se cachent, ils se privent de tellement de qualités. Mais ils font pas exprès. C'est un mode survie. Dans les deux cas, de toute façon, les deux schémas d'attachement insécure, que ce soit le stressé angoissé ou le fuyant évitant, dans les deux cas, c'est un mode de survie de l'enfance. Voilà. Et le fuyant évitant, avec les années, parce que j'ai expérimenté, vraiment connu, fréquenté et aimé beaucoup de personnes qui avaient ce schéma d'attachement-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, enfin c'est pas que c'est pas de leur faute, mais c'est vraiment un grand trauma. Finalement, je trouve qu'ils ont des traumas, mais encore pire que nous, les hypersensibles, qui sommes très connectés à nos émotions, mais qui finalement, on est conscient de ça. Ça nous permet d'être conscient qu'on est émotionnel, et au moins, on cherche à trouver des solutions. Alors que dans l'autre schéma d'attachement, je trouve que les personnes, ben, du coup, elles sont tellement dans le déni et dans le refus d'être émotifs, hein, parce que pour eux, c'est complètement associé à de la faiblesse, à de la fragilité en fait. Hein. D'ailleurs, quand ils parlent de gens hypersensibles, souvent c'est ce qu'ils disent. Ils disent oh, c'est une personne fragile, hein, très fragile, très sensible, très émotive. Voilà. Et eux, mentalement, ils pensent que ce sont des personnes faibles. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, quand on a switché ça, nous, ça nous donne une telle connexion justement à tout ce qui est impalpable, invisible, à notre intuition. Voilà, on sort du faire et ça nous permet de basculer dans l'être-té. Pourquoi je vous parle de ça ? Alors que sinon, ben, en fait, on reste en déni, on ne voit pas, on reste dans l'action, des fois dans le faire, et parfois on réussit quand même hein, à faire des choses, à réussir matériellement. Sauf que les blessures, elles sont toujours là. Les blessures, vu qu'on n'est pas connecté à nos émotions, je me suis rendu compte que ces personnes-là sont encore plus sensibles. Mais sauf qu'eux, ils bloquent tout de suite parce que c'est insupportable pour eux. C'est insurmontable d'être connectés à leurs émotions. Ça remonte vraiment à un trauma de l'enfance où ils n'avaient pas le droit. Et ça, on va retrouver ça puisque hier, dans la vidéo d'hier, je vous ai beaucoup parlé de la naissance, de comment on essaie, parce que je vous ai beaucoup parlé de parfois quand on n'arrive pas à aboutir les choses, et ça a été mon cas et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en faisant un atelier sur la psychogénéalogie, en fait, que souvent, si on n'arrive pas à finir les choses, ben, ça peut provenir de notre naissance. Donc, on a eu une naissance chaotique et moi, je suis née étranglée, toute bleue, à moitié dans les vapes, à moitié morte, quoi. Et en fait, on peut avoir vécu une naissance où la vie va être similaire à la mort, en fait. Et du coup, ces deux... Là, chez nous, et c'est très en lien avec le nombre d'aujourd'hui, le shadow et la lumière, punaise, c'est tous les jours chez nous une négociation, en fait.
Et ça peut nous empêcher d'aboutir les choses, parce que l'aboutissement, c'est comme la naissance, c'est la mort, en fait. Et tout ça, c'est très subtil, hein. Et ça m'a complètement, convaincue, parce que je l'ai ressenti quand j'ai entendu ça. J'ai eu des frissons dans tout mon corps. Il y a toujours la question de la somatique, d'être connecté à son corps, et on vit les choses, on comprend si c'est pour nous ou pas. Et là, vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. Quand je vous parle de ce nombre justement, qui nous empêche de trouver notre place, qui nous entrave dans toutes nos actions, aussi bien nos actions dans le faire, matériel, concrètes, avoir une famille, concrétiser des choses, avoir un travail, se réaliser, gagner de l'argent, que dans notre être-té, être en paix, se sentir bien dans notre corps, se sentir bien avec nos émotions, avoir de l'estime de soi. Voilà, ça va nous entraver dans les deux. Et ça va nous entraver, donc je regarde mes petites notes parce que j'ai noté vraiment des choses, parce que les mots sont importants. Voilà, donc trouver la paix et l'abondance et prendre sa place, donc c'est le titre que je vais mettre, malgré toutes les entraves, intérieures et extérieures. Et bien sûr, comme on a des entraves intérieures qu'on vit en nous, tous ces traumas, ces blessures, ces addictions, parce que vous allez voir, ça va loin, hein, et ben c'est ça qu'on va vibrer, et on va attirer à ça toute notre vie. Des gens qui vont venir nous faire, mais c'est l'opportunité de guérir chaque chose à chaque fois. Sauf qu'au début, on ne sait pas, et ben du coup, c'est pas évident, quoi. Et donc, moi, je parle du karma du dépouillement, de toutes les addictions et autosabotage. Pour moi, c'est le karma de tous les dépouillements, du soi, du corps. Parfois, donc, ça va être lié à la maladie, ça va être lié à notre âme qui est malheureuse. On va beaucoup faire des nuits noires de l'âme, des burn-out. On ne se sent pas compris dans ce monde, comme je disais. Donc, le temps qu'on se connaisse, qu'on se reconnaisse, ça prend du temps. Et comme je disais, selon dans la famille dans laquelle on est arrivé, et selon après dans l'environnement dans lequel on va évoluer, au travail, avec les amitiés, etc., ben, c'est pas évident, quoi. En tout cas, pour moi, ça ne l'a pas été. Après, on peut tous vivre ce nombre-là différemment. Moi, comme je disais, ce nombre-là, en plus, il me vient d'une lignée paternelle qui m'a complètement impactée dans ma réalisation, justement. Je ne sais pas comment dire. C'est la vibration de ce nombre, et en plus, il est à la place qui vibre ça aussi. Donc, c'est comme si j'ai eu un doublon, là. Voilà. Et en plus, comme j'ai un chemin de vie 8, le 8, c'est aussi le karma, les aïeux. Et bien là, c'est mon chemin de vie aussi. Donc, c'est comme un doublon de karma encore. Je ne sais pas comment expliquer, quoi. Parce que le 8, c'est l'abondance. Ok, sauf que pour pouvoir la vibrer, comme je dis, le 8, c'est un zéro distordu. Et donc, pour vibrer cette source, ce zéro qui est l'unité, la source, qui n'est pas un zéro, justement. Ce zéro, il comprend le tout. Et bien, pour arriver, c'est comme un 8 distordu. Donc, il faut d'abord arriver. Et le 8, il parle de spiritualité, la boucle du haut, et de matérialité, la boucle du bas. Et ça doit être parfaitement équilibré. Voilà. Mais le 8, il parle aussi du karma. Et il parle aussi, il est complètement lié à ce nombre. Il va parler aussi, justement, de toute cette vibration qu'on ressent. On a l'impression qu'on a une malédiction, quoi, que tout ce qu'on veut faire, ça se matérialise pas, on fait faillite, on recommence, on divorce, on trouve pas la bonne personne. Quand on trouve la bonne personne, ça se fait pas, c'est pas possible pour X encore 1000 raisons. Du coup, on fait une nuit noire de l'âme. Du coup, ça n'en finit jamais. Après, c'est le corps qui dit stop. Parce que voilà, et puis c'est comme ça qu'on se refonde, on se reconstruit, on apprend à se connaître, à s'aimer, à s'accueillir, etc. Mais c'est des nombres très difficiles. Donc moi, j'ai cumulé ce nombre avec ce 8. Et voilà, donc, de quoi ça va parler pour rester jusqu'au bout, parce qu'il y a des choses positives à ça. C'est pour ça que je ne veux pas donner le nombre comme ça, parce que je ne veux pas que ça inquiète des personnes. Je veux pas qu'il y en a qui se disent putain, mais j'ai ce nombre, laisse tomber, quoi. Ma vie, ça va vraiment être de la merde. Parce que c'est un nombre quand on le comprend, et c'est pour ça que je vous dis, il faut être accompagné.
on l'accueille et on transmute les choses et on se reconnecte à notre foi. C'est une clé très importante. La reconnexion au sacré, au foi, comme quoi on ne subit pas notre vie, comme quoi on a un libre arbitre, comme quoi aussi ce nombre on l'a choisi. Donc si on l'a choisi, dans mon idée de réincarnation et on vient pour évoluer, notre âme évolue et on choisit des nombres karmiques ou des missions karmiques, des familles parfois maltraitantes ou autres. C'est pour ça que je dis ça va pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui vont dire mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle raconte quoi. Mais c'est dans ce que j'ai expérimenté et c'est ce en quoi je crois. Et en fait, c'est pour notre évolution d'âme. C'est une opportunité, tous nos shadows, c'est une opportunité de transformer le plomb en or, en trésor. Comme le dit Charlotte avec son livre. Charlotte de Silguy, transformer le plomb en or en trésor, où elle expérimente les 64 blessures. J'ai fait un coaching avec elle pendant une période, mais qui a été merveilleuse. Ce livre, je le recommande à tout le monde. Si vous avez dépassé un petit peu les 5 blessures de base, allez approfondir. On n'en a pas que 5 de blessures, on en a 64. Et là, c'est complètement dans la thématique. Si vous voulez le lien, elle fait aussi des coachings, et aussi parfois des coachings de groupe. On ne pourra pas switcher ce nombre si on ne passe pas de toute façon par un moment donné prendre notre responsabilité sur tous ces shadows et tous ces archétypes. Voilà. Et par contre après, justement, on connecte avec le tout, avec la source, avec tous les archétypes, un après les autres, vont se débloquer, vont se déverrouiller. Donc c'est un karma qui est difficile au début, mais qui est extrêmement accompagné et qui est extrêmement libérateur et pour soi et pour sa lignée. Moi je dis on est des courageux parce que ceux qui avons choisi ces nombres-là, punaise, avec une copine on rigole, on dit non mais c'est pas possible, quand on était là-haut et qu'on a choisi notre incarnation et nos nombres et tout ça, puisqu'on choisit le jour de notre naissance, on choisit notre prénom, on choisit nos parents, on choisit tout. Et ça, c'est une sacrée étape de vie quand on comprend ça et aussi qu'on doit reprendre notre responsabilité. On se dit, merde alors, je peux plus me défausser sur personne. Je peux plus dire que c'est la faute de mes parents, de mon patron, de ma société, de mes fournisseurs, etc. Merde, c'est que ma faute à moi finalement. Bon. Enfin, faute entre guillemets. Donc, il y a un travail d'acceptation, mais en même temps, c'est merveilleux. Parce que ça veut dire qu'on a choisi, qu'on est capable, qu'on est courageux et que si on a choisi ça, c'est que qu'on peut le faire. Et donc, on sait que le succès est assuré. On peut y arriver, c'est déjà comme si c'était là, c'est déjà fait, c'est déjà arrivé. Du moment qu'on conscientise ça, qu'on ose, qu'on accepte, qu'on s'autorise, on est le héros de notre vie, de nous-mêmes, de notre vie finalement. On se trouve plein d'autres qualités, on se dit, ouais, finalement, bon, j'ai pas expérimenté tout ça pour rien. Alors, je vais vous parler des 9 gros archétypes par lesquels on va passer pour pouvoir finalement, au final, vivre cette grande paix, cette abondance et cette vie où on se sent capable, où on se sent... on sait que la vie, il y aura toujours des épreuves, des challenges et tout, mais c'est comme si tout d'un coup, on a toutes les clés, on sait qu'on saura le faire, on a les capacités... on a des clés, on n'est pas sans ressources. Voilà, donc ça change tout. On sait que même si on perd tout, on peut tout recréer. La matérialité et tout le reste. Si on tombe malade, on va arriver à se guérir. Parce qu'on va savoir pourquoi ça vient, qu'est-ce que ça vient nous montrer. Même la maladie, c'est le maladie. Qu'est-ce que notre corps nous montre comme message ? Où est-ce qu'il y a encore un petit truc à dénouer, débloquer que je n'ai pas encore accueilli ? C'est ça le truc. Et là, du coup, on entre dans un champ de conscience extraordinaire, où tout est possible. Mais d'abord, pour en arriver là, on va passer par des choses assez sombres. Pour moi, c'est le pire des nombres. J'ai dit, c'est le nombre pour moi, le karma du dépouillement de toutes les addictions et de tous les autosabotages, et tout s'accumuler dans des temps de vie différents. Alors, de quoi on va parler ? Les 9 archétypes où on passe par le shadow, et d'ailleurs je suis en train de préparer un livre là-dessus. Il y aura un programme l'année prochaine, mais dans la même thématique, il y aura un livre. Si vous vous reconnaissez là-dedans et si vous voulez être accompagné, à côté de l'accompagnement du e-learning et du collectif, il y aura la possibilité d'avoir du one-to-one.
C'est la base, en fait, ce que je vais vous dire là, c'est la base de tout mon accompagnement. Parce que moi, je l'ai expérimenté comme ça. Donc, je veux parler à des gens qui sont pas dans le je décide et je fais, mais qui vont passer par tous les shadows des archétypes pour pouvoir trouver leur place, se réaliser. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est pas si simple que ce qu'on entend tout le temps. Voilà, hein, le truc un peu à l'américaine, yeah, 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 il suffit de je décide, je fais. Hein, la loi de l'attraction, je décide, je fais, ben non. Parce que si tu décides et qu'au moment où tu décides, tu n'as pas d'estime de toi, tu es en complet en mauvaise estime de toi et non-amour de toi, bah, ce que tu vas manifester, c'est exactement le contraire, justement. Et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et c'est ce qui, à un moment donné, m'a permis aussi de comprendre qu'en fait, je sais très bien manifester et que je sais aussi décider. Parce que, en fait, j'arrive à matérialiser et à manifester des choses, alors que je croyais que j'étais incapable de manifester du positif. Mais en fait, si tu arrives à manifester du négatif, eh ben, c'est que, en fait, ta manifestation, elle fonctionne. Et c'est que, du coup, tu sais manifester. C'est juste que de l'espace d'où ça part, il y a un petit problème. Il y a un petit truc à dénouer. Donc, si ça vibre négatif dedans, si ça vibre le manque, tu vas manifester un truc négatif, tu vas manifester de la perte et du manque. S'il y a du non-amour, non-estime de soi dedans, tu vas manifester une relation toxique. Tu vas manifester une relation qui ne va pas t'aimer, te reconnaître, qui ne va pas aboutir. Voilà, tu vas manifester exactement ce qui part de l'intérieur. Et on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi Voilà, on a beau avoir les meilleures intentions du monde, on a beau être des bonnes personnes, des belles personnes, on a beau... justement, des fois, on est trop des bonnes personnes, on est complètement dans l'archétype de la good girl. Faire plaisir à tout le monde, dire oui à tout, être là pour tout le monde, on est des sauveurs, etc. Et en fait, nous, on est où là-dedans? Donc des fois, il faut sortir de cet archétype de la good girl pour enfin se reconnaître soi-même avant de reconnaître les autres et tout. Voilà. Mais ça, c'est tout un cheminement, un travail. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être accompagné. Alors, si vous êtes prêts, attention vos oreilles. Donc, on va parler. Le premier archétype, il va nous mettre face à l'ego et à l'identité qui est enfermée. Conditionnement. Les vérités. Je me connais, je sais ce que je veux, j'ai aucun doute. Notre ego, par contre, attention, dans cette liste d'archétypes, pendant longtemps, il va nous protéger. Il va nous protéger parce que peut-être on se suiciderait, quoi, en fait. Hein. Si on avait connaissance de tout ce qu'on va avoir à traverser, et si on ressentait l'intensité de toutes les souffrances, de toutes les blessures, en même temps directement sans filtre, ce serait invivable. On pourrait pas, en fait, on pourrait pas survivre. Notre cœur, physiquement, notre corps, il survivrait pas à cette intensité-là. Donc l'ego, il est pas... il faut le démystifier, il faut comprendre. L'ego, il a un grand rôle de protecteur. À un moment donné, par contre, il faut arriver à dealer avec lui. Lui dire, voilà, là, dans cette décision, c'est une décision d'ego ou c'est vraiment une décision qui part d'amour? Attention. Mais pendant toute une période, heureusement qu'il est là. Mais au début, il nous enferme dans une identité, voilà. Ensuite, on va avoir la dualité et la dépendance. Les dualités, toutes nos dualités. Aussi qui vont être liées au jugement. C'est bien, c'est blanc, c'est noir. Moi, j'étais très entière, très loyale, très tout ou rien. On aime ou on n'aime pas. On s'engage ou on ne s'engage pas. On est fidèle ou on n'est pas fidèle. On fait le travail à 1000% ou on ne le fait pas. J'étais très cinglante, très rigide. J'avais toutes ces dualités-là et ça va très bien avec le chemin de vie 8, ça, hein, le contrôle, la rigidité, l'entièreté. Après, on est des passionnés, justement. Quand on aime à 2000%. On donne tout pour les gens qu'on aime. Voilà. Mais est-ce que c'est bon de vivre comme ça aussi? Non, pas forcément, quoi. À un moment donné, il faut peut-être un peu se calmer. Et voilà, quoi. Tout est pas blanc, tout est pas noir dans la vie. Il faut apprendre. Et ça, donc, ça va passer par cet archétype de la dualité et cet archétype de la dépendance. Hein, parce que du coup, quand on est entier,
on aime à 2000%, donc on va être jaloux, on va être passionné, voilà, la moindre truc, ça va être vécu comme, voilà, euh, c'est ça, la dépendance à l'autre, il va falloir travailler là-dessus. En travaillant sur ces dualités, on va sortir de cette dépendance, hein, voilà. On va pouvoir justement revenir à soi, à prendre sa place soi avec notre authenticité et avec notre essence et plus en dépendance. Moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que j'étais incapable de vivre sans un homme. Évidemment, j'ai hérité ça de ma mère, de ma grand-mère. J'ai toute une lignée de lignées sacrificielles de femmes où l'homme représentait tout, le yang, et la femme rien. Et où la femme n'était incapable, elle laissait son métier pour son homme. Et moi, pendant des années, je voulais être femme d'eux, comme ma mère. Ma mère avait suivi mon père comme expat, elle a laissé son métier qu'elle adorait dans le tourisme, elle s'est occupée des enfants, ce qu'elle a adoré, mais après ce qu'elle a aussi un peu regretté, parce que son métier elle adorait, et quand mon père l'a larguée, entre guillemets, elle s'est retrouvée, que nous on était partis de la maison, elle s'est retrouvée sans rien. Elle a eu l'impression, la pauvre, mais d'être passée à côté de sa vie, quoi, d'avoir tout sacrifié. Et en plus, comme on dit, les enfants sont ingrats, on fait notre vie, on fait nos trucs, et puis nous on avait un gros karma d'ingratitude dans cette lignée-là aussi, du côté des femmes, au profit des hommes. Mais ça, c'est autre chose. Mais donc voilà, c'est ça la dépendance. C'est est-ce que tu arrives à penser que toi toute seule, tu peux réussir? Moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Et pourtant, j'ai eu le courage de partir de beaucoup de relations, hein, quand ça ne me convenait pas. Mais aussi des fois par ego. Mais par humiliation, par ego, voilà. Mais au moins, j'ai eu quand même ce courage-là. Mais il y a beaucoup de gens qui restent dans des relations par dépendance parce qu'ils se disent mais vivre seul, payer mon loyer seul, m'en sortir avec un seul salaire. La dépendance affective, la solitude, vivre seul. Pour beaucoup de gens, c'est intouchable. Et ça, c'est important aussi. Donc ça, c'est le shadow numéro 2. Le shadow numéro 3, ça va être l'ingratitude justement et la maltraitance. Donc là, c'est vraiment l'enfant blessé, maltraité, le manque de joie, la tristesse, et puis ça va être lié à tout ce qui est blessure de trahison, d'abandon, les 5 blessures, hein, de l'enfant, l'humiliation, l'injustice, toutes les blessures, le rejet, et donc ça va donner de l'ingratitude, des frustrations, parce que ça part pas de l'espace de joie. La joie, il n'y est plus. L'enfant, il a été la joie, comme je disais tout à l'heure, et même si on a été dans une famille qui a eu des moyens de la matérialité, ça n'a rien à voir. Voilà, donc la joie, l'âme est triste, le corps peut être malade, triste, ça peut être lié à beaucoup d'addictions. L'addiction à la nourriture, l'addiction à tout, la sexualité, la cigarette, la bouffe. En fait, de toute façon, il y a toutes les addictions, hein, avec ce nombre aussi qui sont liées. Et ça peut vraiment être lié aussi à l'enfant, l'ingratitude, la maltraitance. Donc, on va passer par ça pour switcher et capter la gratitude, le déploiement de l'enfant intérieur, la communication et le retour à cette joie, à cette créativité, ce côté artiste et créatif et vivant en fait, la reconnexion avec le vivant. Ensuite, le 4e, ça va être le conditionnement, l'enfermement dans les codes sociétaux et familiaux. Donc là, le conditionnement, on est tous nés dans des familles, selon la religion, selon le pays, selon la famille, les frères et sœurs, les parents, on est conditionnés à une religion, à une foi, à des codes. Il y a des métiers, moi qui ai vécu à l'étranger aussi, qui ai travaillé à l'étranger, il y a des choses qui se font au Maroc qui ne se font pas en France, inversement. Il y a des choses qui se font en URSS et pas en France. Il y a des choses, voilà, pour avoir pas mal voyagé et comparé, les codes sociétaux ne sont pas les mêmes selon les pays, les sociétés, les religions, le rapport aux gens, aux autres, à la famille, au respect des anciens ou pas. Ça, par exemple, en France et au Maroc, il y a des choses où ça fonctionne à l'envers. Voilà. Hein, en France, on élève nos enfants, on fait tout pour eux, etc. Et au Maroc, ça va plus être pour les parents. Voilà, c'est l'enfant qui est en dévotion aux parents, alors que nous, en Europe, c'est le parent qui est en dévotion à l'enfant. Donc, par exemple, ça fonctionne, c'est complètement inversé. Donc, tous les gens qui auront été éduqués au Maroc, ils vont avoir cette dévotion aux parents, ils vont avoir du mal eux-mêmes à s'affirmer, voilà, ils vont être toujours en demande de reconnaissance, en demande d'approbation du parent, c'est très important. Et aussi on prend soin des aînés, on prend soin 3e âge, 4e âge et tout, on vit avec les parents, les vieux sont pas, on les met pas de côté comme ça. Il y a des points positifs et négatifs dans les deux.
Alors que nous, en Europe, les parents, ils sont cons, ils n'ont rien compris, on les voit plus, on les connaît plus. La plupart des vieux, ils meurent tout seuls dans des EHPAD, voilà. Et par contre, les enfants, c'est... Voilà, on fait tout pour les enfants, on leur paye tout, on les accompagne jusqu'au bout, on leur paye le permis, on leur paye les études, on leur paye tout. C'est vraiment à l'inverse pour dire, par exemple. Donc ces conditionnements, déjà, selon où on est né, et dans quelle famille, dans quelle religion, dans quel contexte aussi, l'argent, pas l'argent. En France et au Maroc, la relation à l'argent est complètement différente. Là-bas, il y a des très riches et des très pauvres. Il y a moins de classe moyenne. Enfin, c'est en train de... Heureusement, ça... Voilà. Mais leur rapport à l'argent n'est pas du tout le même. Là-bas, je me souviens très bien, on m'a dit, là-bas, si tu n'es que tu n'as pas d'argent, déjà, tu n'es pas considéré par la société. Tu es catalogué, tu es consigné déjà dans une catégorie de pauvres. Et donc, tout le travail personnel à faire, le rapport au manque, par exemple, va être complètement différent. On a beaucoup plus de gens, par contre, on a des gens qui vivent plus dans l'instant présent, parce qu'ils ne savent pas le futur, comme en Asie, comme dans plein d'endroits, en Inde et tout. Mais par contre, donc il va être très généreux, très dans la joie, l'instant présent, parce que voilà, demain on ne sait pas de quoi il sera fait. Mais par contre, il va y avoir beaucoup, beaucoup de grosses blessures et de peur du manque et de choses comme ça. Et beaucoup d'ambitions personnelles à réaliser parce que là-bas il faut s'en sortir, du coup il faut gagner de l'argent, il faut devenir quelqu'un et tout ça. Donc ça va beaucoup passer par le yang, le faire, etc. L'être-té, on s'en fout. Se connecter à soi, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on aime les bonnes personnes, pour les bonnes raisons, tout ça, c'est accessoire. Voilà. En France aussi, bien sûr, il y a des gens comme ça, des personnes comme ça, selon dans les familles où on a été éduqué. Mais tout ça pour vous dire que selon où on est né, si vous naissez en Inde avec des castes, alors là, c'est le top du conditionnement, quoi. Si vous êtes dans la caste tout en bas, là, les intouchables, c'est interdit. Il y a même des gens qui... Il y a ce livre, La Tresse, qui est magnifique. Tu changes pas de caste, tu sors pas de ton conditionnement. Voilà. Nous, en France, on a cette chance de pouvoir prendre conscience de ça, de savoir que nos conditionnements, c'est ce qui nous a bloqués et c'est ça qui nous donne des croyances limitantes et c'est ça qui nous maintient dans des loyautés familiales. Et déjà, quand on a compris ça, conscientiser ça et qu'on est un peu curieux, on peut déjà prendre conscience de tellement de choses. Et c'est là, à partir de cet archétype-là, qu'on va pouvoir justement commencer à déconditionner. Se dire, mais en fait, j'ai été baptisée, on m'a inculqué ça, mais est-ce que c'est vraiment mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment la religion qui me plaît? Est-ce que c'est vraiment... voilà. Est-ce que j'ai les mêmes besoins et les mêmes valeurs que mes parents? Parce qu'ils m'ont inculqué comme ça, ils m'ont transmis les leurs, c'est super, ok. Mais maintenant, je suis adulte et je suis en âge de savoir ce qui est bon pour moi, de me connaître mieux, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir switcher. Parce qu'en fait, tout le reste, ça passe et tout ce nombre, toute cette transmutation de ce nombre, il va passer par le déconditionnement. La première chose, c'est la conscience, la connaissance. Et ensuite, ça va être de déconditionner. Ensuite, il va falloir agir. Il va falloir, voilà. Et ensuite, celui d'après, l'archétype d'après, ça va être l'instabilité, le manque de libre arbitre. Ah, ça part dans tous les sens, un peu comme les multipotentiels. L'instabilité, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que quand on revient au début, qu'est-ce qu'on veut? On ne sait pas. Voilà, donc on teste, on essaye. On ne sait pas trop, donc c'est l'expérience qui va nous dire. Voilà. Mais parfois, on pense aussi qu'on manque de libre arbitre. Donc, on va subir notre vie et on va subir notre instabilité. Je ne sais pas si ça vous parle. Ensuite, on va avoir l'irresponsabilité et la dévalorisation. Alors là aussi, c'est lourd parce qu'on en revient avec l'histoire du libre arbitre. On croit qu'on n'a pas de choix. On n'a pas le choix, on subit notre vie. C'est un peu lié les deux. Mais dans le sens que ça nous dévalorise. Puisqu'on pense qu'on est pieds et poings liés. De toute façon, on est enfermé dans ce conditionnement. Et comment sortir de là? Voilà. Donc, on est dévalorisé, mauvaise estime de soi. Et du coup, on peut même être irresponsable dans le sens qu'on ne prend pas d'engagement, on ne prend pas nos responsabilités, ni envers nous-mêmes, ni envers les autres. Et on vit, voilà, dans cette légèreté comme ça. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas le choix, on subit. Ensuite, on va avoir l'archétype de la non-reconnaissance du sacré. Alors là, on n'est pas du tout connecté au sacré. Je ne parle pas forcément de religion, pas de foi, pas de croyance comme quoi, de tout ce qui est
impalpable, invisible, Dieu, mais dans le grand terme, que nous-mêmes, nous sommes des créatures divines, sacrées, que notre corps, que notre vie vaut quelque chose en fait, et qu'on est connecté, qu'on est né parfaitement de notre père et de notre mère à notre juste place finalement, et en fait que rien que cette naissance est sacrée, rien que l'acte d'être venu au monde est sacré. Nous sommes un être sacré, comme tout le vivant. Et il y a beaucoup de gens, de par justement toutes les blessures et tous les conditionnements et tout ce qu'on leur a mis dans la tête et tout ce qu'ils ont vécu comme souffrance, qui ont perdu cette foi, ce sacré, des gens qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, la perte d'enfants, la perte de compagnons, des faillites, des dèches, des gens qui se sont retrouvés à la rue, enfin, qui ont vécu vraiment des choses difficiles et qui ne croient plus en rien, qui se sont déconnectés. Alors il y a ceux qui n'y ont jamais cru et il y a ceux qui à un moment donné se sont déconnectés de ça. Et ça aussi, c'est une grande clé parce que c'est ce qui va nous se permettre de se reconnecter à de l'aide. De l'aide. Parce que tout est vibration. Et si finalement on pense qu'il y a de l'espoir, on va attirer de l'espoir. Et si on pense qu'il n'y a pas d'espoir, malheureusement, ça va être plus difficile. Ensuite, l'archétype d'après, ça va être la pauvreté spirituelle, matérielle, le karma du transgénérationnel. Donc là aussi, c'est bien chargé. Ça va être un peu connecté avec ce que je vous ai partagé tout à l'heure, le nombre 8. Hein, côté matériel, spirituel, les deux doivent être équilibrés. Et c'est aussi tout ce qui est karmique et tout ce qui est transgénérationnel. Alors là, des fois, on porte des trucs en plus qui ne sont même pas à nous. C'est ça le truc, c'est que des fois, il y a déjà nos bagages à nous qui déjà, des fois, sont bien chargés. Et ensuite, parfois, on porte aussi, et moi je viens de décharger là un truc de je ne sais pas combien d'années, de plusieurs générations en fait, je remontais à 4 générations justement qui touchent l'ingratitude. Voilà, et je viens de libérer ça ce mois-ci. Il n'y avait rien à faire, j'ai beau être quelqu'un de joyeux, de gentil, d'empathe, de très tourné vers les autres, j'avais un truc plombé de frustration et d'ingratitude en moi depuis toujours que je ne comprenais pas. Et en fait, c'était un truc que je portais depuis 4 générations, que ma mère avait, que ma grand-mère avait. Et en fait, c'était comme une malédiction qui était liée. Quand je dis une malédiction, il n'y a rien de malédiction, mais dans le sens que c'était un truc, mais hyper ancré quand même, qui provenait de la suite du suicide de mon arrière-grand-père. Et j'en parlerai pas ici parce que ça fait l'objet d'autres thématiques que je vous partagerai avec plaisir, mais sur le transgénérationnel, et sur les loyautés familiales. Et c'est quand même dingue ce qu'on peut porter en loyauté sans le savoir. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas conscient, on ne le sait pas. Ça ne se voit pas. Et c'est sorti ça après X mois, années de travail sur moi, de vouloir trouver, comprendre, évoluer, de ne pas rester dans cet état qui ne me convenait pas. Et j'avais bien l'impression que c'était pas moi, mais voilà, tant qu'on ne l'identifie pas, on ne comprend pas, on ne sait pas. Et ça, grâce à des ateliers en psychogénéalogie, tout ça, j'ai réussi, j'ai fait tout mon arbre en numérologie karmique et que j'ai couplé avec de la psychogénéalogie. C'est puissant, mais vraiment. On voit les nombres qu'on se refile, les patates chaudes qu'on se refile de génération en génération. Ce que ma grand-mère n'a pas réussi, elle l'a refilé à ma mère. Et il y a des échanges entre les nombres de décès et les nombres de naissance, c'est un truc de dingue. Il y a des patates chaudes qu'on se refile, qu'on comprend en plus avec les nombres. C'est passionnant. Et ça m'a mis sur les pistes et tout ça, à la base, c'est grâce à la numérologie. Je suis passée de la numérologie karmique, après à l'étude du transgénérationnel, après à la psychogénéalogie. Et maintenant, j'ai réussi à tout regrouper. Et du coup, j'ai pu aller retravailler les blessures, retravailler à partir de mon corps. Parce qu'ensuite, c'était bloqué, j'avançais plus. Parce qu'en fait, c'était bloqué dans la somatique et dans mon corps. Et pourquoi maintenant je parle de somatique aussi dans mes accompagnements? Et pourquoi c'est bien beau de comprendre tout ça, la conscientisation, la tête, tout, ok, faire des actions, ici et là. Mais en fait, tout ça, à un moment donné, ce karma-là dont je suis en train de vous parler, il est bloqué dans votre corps. Donc pourquoi je me suis formée aux gens dessous l'année dernière? Avec cette thérapie de l'eau chaude. Comme par hasard, on revient à la naissance aussi. Avec cette eau, on est composé d'eau. On est né dans une belle bulle, un beau eau, zéro, d'eau. Tout est en relation, tout est en vibration. Voilà. Et en fait, il faut que ça repasse par le corps.
C'est assez engrammé dans notre corps, dans nos gènes, dans notre mémoire cellulaire. Tout ça, c'est prouvé maintenant scientifiquement, médicalement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer, il y a des solutions et maintenant médicalement on sait le faire. On sait déprogrammer cette mémoire cellulaire. Il y a des actes, ce qu'on appelle psychomagiques en psychogénéalogie, où on va vraiment aller travailler, libérer et rendre ce qui n'est pas à nous. Et bien sûr, avec la respiration, avec des activités somatiques, en se faisant masser, en reprenant un contact avec notre corps et parfois avec certaines maladies, parce que moi je vous parle de somatique, parfois ça peut avoir déclenché de la maladie vraiment plus. Moi j'ai eu beaucoup de choses somatiques en maladie, liées à mon ventre, liées à mes oreilles, à mes acouphènes, liées à ma peau avec de l'eczéma. Comme par hasard, que des choses somatiques qu'on n'arrive pas à guérir, qui sont liées à l'émotionnel, à des traumas, et maintenant on le sait. En fait, on porte les traumas, souvent, c'est pas directement nos parents qu'on porte, c'est nos grands-parents. Les parents, ça passe aux enfants. Bien sûr, par contre, ça va avoir joué dans notre conditionnement, par contre. Et dans l'interaction, et quand même dans la naissance par rapport à notre maman, parce que notre maman nous a porté. Et on sait qu'on porte aussi maintenant les gènes, dans la création du fœtus, il y a les gènes aussi du papa, directement. Mais en fait, au niveau par contre mémoire transgénérationnelle, on va être connecté aux grands-parents. Et en fait, moi, je portais ce truc de ma grand-mère, qui a eu son père qui s'est suicidé quand elle avait 10 ans. Voilà. Et donc, là, je vous parle du nombre, c'est j'allais dire le pire du pire. C'est le plus lourd. Ça touche à tout. Ça touche à tous les archétypes. Et le dernier archétype, ça va être l'égoïsme, la culpabilité et la cruauté. C'est-à-dire que justement, on ne trouve pas sa place dans le monde. Dans ce collectif, ça va parler aussi de l'hypersensibilité, on n'est pas compris, on ne trouve pas sa place, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie. Donc, il y a énormément de culpabilité à vivre. Il y a énormément comment dire, on va passer donc parfois par l'égoïsme parce qu'on va se protéger. On va pas vouloir faire partie de ce collectif. Donc, on va pouvoir être très en retrait, pas connecté au monde, pas connecté aux gens, parce que la connexion aux gens, c'est que des blessures, des dualités, des émotions dans nos blessures, etc. Ben, on n'en veut pas, c'est trop difficile, quoi. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'accueil de nos émotions et d'avoir trouvé des solutions cognitives pour bien dormir, bien s'alimenter, se ressourcer, avoir une vitalité correcte, c'est difficile, voilà, d'être dans cette connexion au monde. Et pourtant, il n'y a rien qui va se réaliser sans ça non plus. Personne ne fait rien tout seul. On peut être le plus beau, le plus intelligent, le plus tout, avoir toutes les connaissances de ci, de là. Tout dans la vie se fait en communauté, dans le collectif, les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est super important aussi, mais ça veut dire aussi qu'on est confronté à la cruauté du monde. Regardez cette année, on était en année 9, regardez cette année, comment le monde se bat, est en guerre, les maladies, les massacres, les guerres, que ce soit vers l'Ukraine ou Gaza, enfin... vraiment les abus de pouvoir, toute cette oppression du collectif, voilà. Et je vous rappelle que la numérologie, c'était une science des élites avant. Comme l'astrologie, c'était des sciences, il y avait des écoles de mystère où il y avait ça faisait partie. On était intuitif, on était connecté à tous nos sens. Tout ça, c'était autorisé, reconnu, glorifié. Et petit à petit, on est passé par des sociétés, justement, il y a eu des archétypes de pouvoir qui sont passés par là et qui ont voulu faire disparaître ça pour pouvoir manipuler les gens, pour manipuler les peuples, sans parler de complotistes, mais simplement pour que les gens restent dans l'ignorance, la non-connaissance d'eux-mêmes. Parce que comme ça, ils perdent leur pouvoir, ils ne savent pas qui ils sont dans le brouillard, ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
ben voilà, ils sont perdus, ils sont paumés et on agit sur eux. On a eu une période comme ça il n'y a pas longtemps. On agit sur eux avec des doutes, des peurs. On les active dans leurs peurs, dans leurs pires cauchemars, justement. Et comme ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas d'estime. Enfin, c'est un cercle non vertueux. À la base, ces sciences, ces neurosciences, qu'on appelle, maintenant en plus, on sait que c'est connecté à plein de choses, étaient très puissantes. Mais justement, voilà, c'est sorti du quotidien, comme ça on se dit, bah, les gens, ils sont perdus, ils sont paumés, ils sont dans leurs peurs, leurs doutes, leurs incertitudes, leurs angoisses, leurs vibrations du manque, et ben on peut les manipuler comme on veut. Voilà, et nos politiciens, eux, vous inquiétez pas, quels que soient les bords, ça part pas toujours d'altruisme et de volonté de bien pour le monde, hein. Souvent, ça part quand même d'ego démesuré et de volonté justement de pouvoir. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, pour finir, je vous dirais donc ce nombre dont je vous ai parlé, qui traverse tous ces archétypes, justement, de Shadow, que je vous ai parlé depuis l'ego jusqu'à cette cruauté dans le monde, eh bien, c'est l'archétype qui part du 1 jusqu'au 9, exactement. Et donc, on va traverser ces nombres-là comment dire, dans notre thème, dans notre essence, mais aussi dans nos cycles de 1 à 9 ans. Année 1, année 2 jusqu'à l'année 9, aussi bien dans les cycles collectifs que personnels. On va traverser ce nombre 19, c'est lui, le fameux nombre. C'est pour ça que je voulais d'abord que vous ayez écouté les explications pour vous expliquer aussi bien toute la partie shadow de quelles sont les clés pour sortir de ça. Parce que c'est le nombre qui cumule le plus de difficultés, en fait, hein, puisqu'il cumule tous les shadows du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 8 et du 9. Et on va traverser ça dans notre vie, selon nos cycles, les cycles de 1 à 9 ans. Donc là, on repart dans un nouveau cycle collectif de 1 à 9 pour 2026. Après, chacun à voir en fonction de nos années personnelles en quoi on est. Donc, autant dire que ce nombre-là, si on l'a dans notre thème, dans notre jour de naissance, dans notre chemin de vie, moi j'ai des personnes dans ma famille qui ont aussi ce nombre, mais qui ne l'ont pas conscientisé, qui ne veulent pas le conscientiser, qui sont encore dans des conditionnements, dans des blocages, des gens aussi que je connais dans mon entourage, etc. Parce que c'est pas facile, bien sûr, hein, voilà. Mais moi, ce que je voulais, c'est donner de l'espoir et dire que si, on peut en sortir et que en fait, bien sûr, il faut être accompagné par quelqu'un. Alors moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Hein, je suis pas toute seule à avoir ce nombre-là dans mes nombres. Hein. Voilà. Mais quelqu'un qui connaît, qui a vécu ça, parce que sinon. On va te dire, parce que quand il est transmuté ce 19, il fait quoi? Quand on fait 9 plus 1, ça fait 10, c'est ça le fameux nombre de la source, et le 10, ça fait un 1. Sauf que ce 1, pour arriver à le vibrer, donc il passe, c'est pour ça que je vous disais, quand il passe de l'ombre au 10, c'est la lumière, c'est la source, c'est le tout. Et en fait, se cumule tout ce méga nombre karmique qui est lié à toutes les addictions, toutes les blessures. Pour moi, c'est complètement aussi, ça résume aussi assez bien la blessure du rien. Ça correspond à ça, parce qu'elle est invisible, elle est sournoise, on ne la voit pas, elle est partout, elle est dans tout. Cette blessure du rien, c'est rien et c'est tout. Et je vous ai fait un post il y a quelques jours, semaines là-dessus. Et c'est ça qui est complètement lié à la fréquence 0. Parce qu'en fait, pour transmuter, on repasse par le 0 et par la source. Le 0, c'est le tout, c'est la source. Et tous ces archétypes, ces 9 archétypes que je vous ai listés, pour basculer du côté lumière, donc on passe par la fréquence 0, qui nous donne accès à tout. C'est ça la transmutation, c'est la fréquence 0. Comme je vous disais, voilà, il y a plusieurs niveaux. Hein. Ça passe par le mental, le spirituel, l'émotionnel, le corps, le physique, le somatique. Il y a plusieurs choses à libérer au fur et à mesure, hein, en fonction de là où on est. La clé, c'est vraiment la foi, de comprendre que c'est possible, de l'espoir et la foi, et de dire que si on est venu incarner, qu'on a ce nombre dans notre thème, c'est pas pour rien, c'est qu'on peut, on peut le transmuter, et qu'on a toutes les capacités, et qu'il suffit de se relier à la foi à un moment donné,
parce que cette fois, ça va nous réouvrir des portes et des espaces qui étaient fermés, connectés à d'autres choses. Ça va nous reconnecter au tout possible, en fait. Voilà. Et donc, cette fréquence zéro, pour moi, elle agit là. Et c'est pour ça que ce nombre, il faut l'accompagner. Voilà. Donc, si vous avez envie d'être accompagné avec cette numérologie karmique-là, si vous êtes né en 19, si vous avez une mission en 19, alors ça peut être par exemple, mission en 19, ça peut être 15 plus 4, ça peut être 14 plus 5, ça peut être 12, aujourd'hui, c'est 7 plus 12. Pourquoi je vous parle de ce nombre aujourd'hui? C'est la vibration aujourd'hui, on est le 7 décembre. Si vous êtes né un 7 décembre, ça veut dire que vous avez une mission en 19. Voilà. Ça peut être aussi le 11 plus 8. Vous êtes né un 11 août. Voilà. Ça peut être le 8 novembre. À l'inverse, vous avez une mission. Voilà. Ça peut être le 10. Le 10, 9. Le 9, 10. Ça peut être... Voilà, dans tous les nombres. On atterrit sur une mission 19 ou alors on est né un 19. Ou alors on peut avoir aussi un chemin de vie en 19. Et ça ne va pas dire la même chose parce que comme je vous disais, aujourd'hui c'est un 7-12. Le 7 il va parler de foi justement et le 12 il va parler de cet enfant, cette trinité à reconnaître. Le 7 il parle aussi de vérité, de transmission. Voilà, et le 12 ça va être l'artiste, l'enfant qui va être justement à guérir. Donc, comme il va y avoir une mission 19, ça veut dire que l'enfant, il aura été blessé. Il y aura un travail à faire sur la trinité, le yin, le yang, l'enfant blessé, pour que cet enfant redevienne cet enfant divin, car le 3, c'est aussi le divin, et le 12, c'est une trinité divine. Et le 7, c'est aussi un nombre sacré. Donc, aujourd'hui, on est l'exemple même, le type de jour où on a une vibration très lourde, très dense avec ce 19, mais quand on comprend que le 7 c'est le sacré, c'est le tout possible, c'est le nombre le plus spirituel, on en parle, les 7 merveilles du monde, etc. Enfin, il y a plein dans la Bible, il y a plein de références au 7. Et le 12 qui va être aussi un 3, et le 3 c'est aussi le divin, c'est le divin en soi, c'est finalement quand on guérit cet enfant qui a été blessé là, avec ce 19 et qu'on accueille et qu'on reconnaît cet enfant divin en nous, c'est un nombre très aujourd'hui spirituel. C'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile d'un côté, mais c'est très aidé de l'autre, très soutenu. Voilà. Si on arrive à plus se sentir acculé, accusé, maudit, c'est comme un truc qui nous colle à la peau, ce 19, c'est un truc, on se dit mais pourquoi tout ce que j'entreprends ça marche pas, on se sent défaitiste, on se sent acculé. Je ne sais pas si ça va vous parler, de toute façon vous allez tout de suite comprendre si c'est vous allez vous reconnaître tout de suite. Moi quand j'ai découvert ce nombre, j'ai dit mais je comprends tellement, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie sur lesquels je n'arrivais pas à mettre de mots. Et en fait, quand on arrive à switcher que la vie n'est pas contre nous et que tout ce qui nous est arrivé a été choisi déjà dans notre incarnation de départ, que tout ce qui nous arrive, qu'on considère comme mauvais, les faillites, les deuils, les chagrins d'amour, les ruptures, les dèches, tout ce qui nous arrive, qu'on a pris au début comme du négatif, en fait, c'est là pour servir notre évolution. Et qu'en fait, il faut aller trouver le cadeau mal emballé là-dedans, et que ça se switch, et qu'ensuite, mais c'est tellement, ça change tous nos paradigmes. Ça change tout notre rapport à la vie, aux gens. On arrive enfin à être heureux de vivre parce qu'on ne se sent plus... on a compris qu'on a notre responsabilité, notre libre arbitre, qu'on a les moyens d'agir, que tout est en notre capacité en fait. Il faut juste switcher le truc. Il faut arriver, alors attention, c'est pas facile et ça se fait pas en 2 jours. Je vais pas vous dire qu'en 2 jours parce que les conditionnements, ils sont ancrés. Et moi, tous les jours, il y a des espaces où je me sens victime. Tout de suite, je repars dans la victime. Ah, j'ai pas de chance, il m'arrive ça, tati, tata. Et hop, je me dis non, hop, souviens-toi, t'es pas victime.
Tu as ton pouvoir, tu peux changer, tu peux voir différemment. J'ai fait un travail énorme aussi avec une somatologue et c'est elle qui m'a aidée. Elle m'a dit arrêtez de dire il m'arrive ci, il m'arrive ça, j'ai pas de chance, je suis malade. Quand on dit je suis et quelque chose un peu négatif, on l'ancre encore plus. Non, il faut pas dire ça parce qu'en fait aussi le pouvoir, nos mots ont un pouvoir et ça s'ancre dans notre corps, dans notre vibration. Donc quand on a compris qu'on a un pouvoir et après ça devient comme un jeu, on se dit ah non 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 non, je suis pas victime. Alors attends, il est où le cadeau caché là-dedans? Il est où le cadeau caché dans cette épreuve? Qu'est-ce qui en moi n'est pas encore totalement aligné? Qu'est-ce qui en moi n'est pas encore totalement en paix ou en gratitude ou en abondance pour que je ressente encore ça? Donc ça prend du temps ou pas. Faut pas créer une croyance non plus comme quoi ça crée du temps. Mais je veux dire, par contre, ça peut prendre du temps, mais ça se fait. Donc, croyez en vous, faites-vous accompagner, valorisez-vous, vous méritez bien ça. Avec tout ce qu'on a surmonté comme épreuve, comme difficulté, on se doit soi-même de se donner le meilleur des accompagnements et le meilleur pour soi, pour notre vie. Voilà, je finirai là-dessus tout simplement. Et surtout, partagez-moi en commentaire si ça vous parle. J'ai trop parlé. Partagez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Bisous du cœur.